Depuis peu avons rejoint Noirmoutier-la-Belle. Noirmoutier, porte d'entrée vers l'île du Pilier. Après le passage du Gois, nous avons vite traversé l'immense polder Sébastopol. Direction l'Épine, un petit village qui fut longtemps le domaine des sauniers et des maraîchers, souvent les mêmes d'ailleurs. Des hommes et des femmes qui alternaient les activités selon les saisons. On parcourt alors un paysage essentiellement fait de marais salants, des marais actifs puis des marais abandonnés. Un univers qui évoque le passé et l'avenir, un univers si bien décrit par notre ami Maxime, un homme d'une incroyable gaieté. Quand c'est un marais, c'est un jeune de Noirmoutier qui a repris ça. Ah. Et ben, au début, on se fichait de lui un peu, on disait hop, qu'est-ce qu'il est en train de s'emmerder avec son marais, tout le bordel. Et ben, il gagne sa vie et puis ça marche. C'est bien, c'est bien. Et il est heureux? Il est Ah bah, heureux, c'est il est dans son marais. Bonjour. Donc on arrive au petit pont, on a parlé de l'île, on a parlé de votre histoire sur l'île. Est-ce que vous êtes nostalgique de ces périodes anciennes? Oui, mais on est obligé. Mais on est dépassé quand même. Et, maintenant, on s'aperçoit qu'ici, quand on venait ici, on était tout seul. Mais l'été, on n'est plus tout seul. Il y a des centaines de milliers, pas des milliers, mais des centaines de personnes qui tournent partout dans tous les sens. C'est plus du tout pareil, c'est tout. Mais moi, souvent, je viens là, tiens, je fais ça. Je peux venir me mettre à côté de vous alors? Oui, pas de problème. Et puis vous regardez. Souvent comme ça, puis je suis là pendant un quart d'heure, 20 minutes, je regarde. Puis voilà, ça me plaît. Puis en même temps, vous êtes essentiel aujourd'hui pour la nouvelle génération de Noirmoutrin. Oui, mais vous savez, moi je suis très communicatif, donc il y a beaucoup de gens qui viennent discuter avec moi. D'ailleurs, il y a des moments, et ils viennent, ah Maxime, viens donc avec nous. Alors si je les écoute, il faudrait que je suis partout à la fois. Je suis en train de raconter tout ce que je vous raconte, des conneries, enfin des conneries. C'est pas des conneries, c'est des histoires. C'est Maxime, raconte une histoire, c'est exactement ça. Je le raconte, je dis, ouais, dans le temps on faisait ci, on faisait comme ça, on faisait... Puis ça vous plaît? Oui, en plus ça me plaît. Puis ça vous plaît? Je suis envahi. Puis surtout que j'imagine maintenant, Maxime, que vous avez des petits-enfants, parce que bon, on a pris la naissance de votre fille par le pont. Oui, mais j'ai mes petits-enfants. Bon, mais c'est pas ça, c'est les gens qui cherchent à savoir. Bon, c'est vrai que pour eux, c'est intéressant. Vous auriez dit à vos parents que vous vouliez devenir saunier, vous auriez répondu quoi? Mes parents, ils auraient dit non. Ben forcément. Tout de suite, ils auraient dit non, mais tu vas pas te mettre à faire ça, tu gagneras jamais ta vie. Ouais. À l'époque, le sel, à l'époque, il valait pas un rond. C'est ça. Et mes parents, vous savez pourquoi mes parents avaient des marais? Dites-moi. Je vais vous le dire. Mes parents, ils n'étaient pas propriétaires de terrain, de rien. Et à l'époque, pour avoir des terrains pour cultiver la pomme de terre, il fallait ce qu'on appelait les bourgeois, les propriétaires, ils étaient propriétaires des marais et des terrains. Et ils disaient, on veut bien te donner un terrain pour faire des pommes de terre, mais à condition que tu fasses mon marais. Ok. Sinon, tu n'auras pas de terrain. Ok. Donc contraint et forcé, les forcé. paysans étaient obligés de... Les paysans étaient obligés de prendre un marais, c'est pour ça que mon père avait 6 marais, parce que pour avoir des terrains à pommes de terre. Mais ce n'étaient pas les marais qui lui intéressaient le plus, mais ils étaient obligés de le faire. Ils étaient obligés de le faire. Parce que 50% de la récolte de sel allait aux propriétaires. Vous comprenez? Je comprends. Mais ce qu'il y a d'incroyable dans ce que vous racontez, c'est qu'on dit toujours à l'époque, mais c'est une époque qui n'est pas si ancienne que ça, en fait. Vous avez 79 ans, Maxime. Oui. Voilà, c'est pas vieux. Mais non, mais c'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Et c'est important de dire ça aujourd'hui à la nouvelle génération. Ouais, il y en a bien qui le savent quand même, je ne suis pas le seul à le savoir. Mais c'est vrai que c'est bien que les jeunes... Je ne sais pas, des fois je leur dis, j'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte la vie qu'il y avait avant maintenant? Et alors, parce que tout le monde se plaint, oui, ceci, cela, la vie augmente. Mais j'ai dit, mais c'est rien à côté de nous. C'est rien du tout. Nous, à 12-13 ans, on roulait le sel avec des brouettes, mais mon père avait fait faire des petites brouettes spéciales pour nous, parce que les grandes brouettes, on n'avait pas la force de les rouler. Alors, il avait fait faire chez un machin des petites brouettes et on roulait du sel.
Maintenant, il serait en tôle parce qu'il ferait travailler les jeunes comme ça. Évident. Mais vous nous l'avez dit tout à l'heure, en même temps, pour vous, tout ça, c'est des bons souvenirs. Même Ben si oui. c'était dur. Et c'était dur, mais c'était la vie, tout le monde le faisait à l'époque. Ouais. Donc c'était comme ça. Mais alors, on se prend la tête des fois quand on discute entre copains, machin. Ben, j'ai dit maintenant, les jeunes, ils sont heureux vis-à-vis ce qu'on a vu, nous, c'est rien du tout. Et ils sont heureux comme tout, ils vont en vacances, ils font du bordel. Ah ouais, mais tu verras. Ben, j'ai dit putain, quand on a vu ce qu'on a vécu, nous, c'est rien du tout. Mais enfin bon, heureusement que ça a changé, et ça a changé dans le bon sens. Hein. Oui, complètement. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire par là que ça a amélioré tellement, et vite, et vite. Alors tout le monde gueule un peu, et chacun critique ci et là, mais il y a des moments, je leur dis des fois, si vous aviez vécu à notre époque. Mais en même temps, Maxime, vous dites qu'aujourd'hui les jeunes peuvent partir en vacances, partir à l'autre bout du monde. Vous seriez parti, vous, à l'autre bout du monde? Ah non, de toute façon, il n'était même pas question. On ne savait pas, on n'avait même pas de télé, nous, étant jeunes. On ne savait pas comment que ça se passait. Mais aujourd'hui, je vous donne un billet, vous partez à l'autre bout du monde? Non. Si. Ah si. J'adore les voyages. D'accord. J'étais en Thaïlande il y a 2 ou 3 ans. J'adore voir, mais 8 jours. Il ne faut pas rester... moi, une semaine, c'est suffisant. Hein. On ne va pas partir pendant 6 mois. Hein. On repart et je vous suis. Allez, on suit. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui passent par là. Et Maxime nous entraîne dans son marais. Un véritable dédale d'étiers et de fossés. Ce marais sauvage, celui de son enfance, de sa jeunesse, son terrain de jeu. L'endroit où il aimait pêcher l'anguille avec les copains. À chaque virage, Maxime conte une anecdote. Tous les éléments du paysage évoquent forcément un souvenir. Plein d'épisodes d'une vie entièrement consacrée à Noirmoutier. Elle est si belle ton histoire, Maxime. On te suit. Ah ben on arrive sur une route carrossable. La planche de la Gabinière. La planche de la Gabinière. Donc là on passe sur l'étier. On traverse l'étier du Couef et on traverse la planche de la Gabinière. C'était la seule passerelle qui permettait d'accéder à... Qui accédait à tout ce coin, des gens qui étaient à pied à l'époque. Donc essentiel, en fait. Autrement, il fallait faire le tour par le pont. Maxime, un immense merci pour cette merveilleuse balade. Vous nous avez fait découvrir votre univers qui est absolument grandiose. Je crois que sans vous, on ne se serait jamais retrouvé dans ce dédale de petits chemins. Ça m'a fait bien plaisir de vous ramener par là. Et puis je suis très content de la soirée, moi aussi. Avant de reprendre notre chemin, est-ce que vous avez accepté qu'on fasse une petite photo ensemble? Je veux bien. Pour se rappeler de ce bon moment. Écoutez, regardez donc. On va se mettre là. Exactement. Regardez, il y a la pancarte, il y a tout. Voilà. Il manquait plus que les 2 plus beaux modèles, en fait. Voilà. Et c'est bon. Cheese. Et vive Noirmoutier. Vive Noirmoutier. Oui. Hein? Ah ben oui. On vous la laisse? Ah ben non, mais ah ben si. gardez-la. Ah non, c'est pour vous. C'est notre petit cadeau pour vous remercier. Eh ben je vous remercie beaucoup. J'ai le droit de vous faire la bise? Ah oui, hein? avec plaisir. Je vous fais la bise. Et à bientôt surtout. Pas de problème. Continuez à préserver le marais. Au revoir. Et voici le cœur de la Belle. Noirmoutier-en-l'Île, son château, son église, sa très longue jetée, son cimetière de bateaux et surtout son petit port si pittoresque. Après s'être approché de la place d'Armes, on bifurque spontanément vers les rues animées du centre, ignorant bien souvent le Banzo. Dommage, car ce quartier secret, nonchalant, où rien ne se passe et où personne ne va, a tellement de cachets. Perdez-vous dans ces ruelles, admirez ces maisons amoureusement entretenues, chargées de fleurs. Voici bien l'un des quartiers les plus charmants de Noirmoutier. Repartons tranquillement et prenons la route du Bois de la Chaise. Bonjour. Bonne référence.
Bonjour madame. Bonjour. Vous travaillez ici? Ouais. Je me présente, Marion, Stéphane qui m'accompagne. Enchantée. On aime bien les rencontres. Ouais, nous aussi. Super. Et c'est vrai qu'on sort là du château, on a fait le port de Noirmoutier, Ouais. on voulait toucher les petites ruelles, les petites vedelles, et tout de suite on a été attirés par votre vitrine. Qu'est-ce que cet endroit complètement insolite? Alors, c'est normal que vous soyez attirés parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de vitrine, justement. C'est mais génial. c'est un ancien couvent. Donc, jusqu'il y a une cinquantaine d'années, il y avait sur place. Là, ces dernières années, nous sommes dans la cafétéria de l'école, à l'endroit où je vous parle. Et c'était une congrégation de Chavagne, en Vendée, qui s'appelle les Ursulines, et qui était propriétaire de l'endroit. Donc, le couvent, il allait de la chapelle, qui jouxte la librairie, on la verra, de la cour, si vous allez dans la cour, jusqu'au pâté de maison. Mais c'est vrai que depuis que c'est la librairie, c'est drôle parce que toutes les petites dames qui ont été cantinières ou qui sont même allées à l'école, élèves, reviennent nous voir. C'est extraordinaire. Ouais, et comme vous dites, c'est un vrai. bâtiment qui a une histoire. Vous vous appelez comment? Quel est votre prénom? Bénédicte. Bénédicte, on peut peut-être se dire tu. Ah bah si tu veux. Est-ce que tu acceptes de Allez. me faire découvrir justement Ouais, ce tout à bel fait. endroit? Tout à fait, tout à fait. Donc la librairie existe, elle, depuis une quinzaine d'années. Oui. C'est nous qui l'avons créée avec mon conjoint et collègue Vincent. Et en fait, il n'y avait pas de librairie générale à Noirmoutier. Il y avait eu plusieurs projets, il y a des maisons de presse, bien sûr. Ce qui devait cruellement manquer quand même. Ce qui manquait vraiment beaucoup compte tenu de la fréquentation de l'île et puis surtout des gens qui viennent sur l'île. C'est-à-dire, c'est vraiment une île de... Noirmoutier, c'est une île de fidèles. C'est des gens qui viennent de génération en génération, qui ont... Salut Cola! Qui ont des résidences secondaires sur place et puis Noirmoutier, c'est leur île, leur ancre en fait. Donc c'est vraiment une clientèle très fidèle qui vient de partout, notamment Paris, région ouest, Nantes, etc. Donc une très belle clientèle de librairie. Donc c'est vrai que nous, un jour, on est venu avec nos enfants un peu par hasard. Oui, donc tu n'es pas du tout Pas du tout. noirmoutraine. Moi, je suis d'origine angevine, Vincent, moitié savoyard. Et on a vécu en région parisienne, enfin un petit peu comme tout le monde. On avait une librairie auparavant dans les Bouches-du-Rhône, à Cassis. Ah oui, d'accord. Mais on choisit des jolis endroits parce que la librairie, on n'a pas beaucoup de vacances, alors autant être dans un bel endroit. Oui, c'est ce que je vois. Parce que Ça, c'est vraiment important. Et puis, un jour, on est venu, nos enfants étaient tout petits et on s'est posé sur le port, sur un banc. On a regardé les cafés qui étaient en face de nous et on s'est dit, elle est où la librairie? Donc, on ne l'a pas trouvée. Donc, on l'a créée. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ouais. Et ensuite, on a vraiment mis du temps à trouver le lieu qui correspondait à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un endroit chaleureux, sympa, où tout le monde se sente bien, les lecteurs, les non-lecteurs, voilà. En tout cas, cette première pièce est absolument Voilà, géniale. donc là c'était, ça a été donc pendant longtemps le réfectoire de l'école Sainte-Marie. Voilà. Allez, je te suis. Là ensuite, donc là nous sommes dans la partie, dans la véranda de la librairie qui était préexistante, donc qui avait été créée par nos prédécesseurs. Et elle a une petite histoire aussi, cette jolie véranda là, parce que en fait cette partie-là, moitié couverte, moitié ouverte, elle a été, en fait on l'a complètement refaite parce qu'elle s'écroulait tout simplement il y a 2 ans, juste avant le confinement. Et on a été vraiment aidés par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et la région. Parce que c'est vraiment l'espace où on organise nos rencontres en été. C'est vraiment, voilà. C'est un petit endroit vraiment convivial parce que c'est ce que j'ai cru voir, Bénédicte, en arrivant. C'est dedans, dehors. Ce n'est pas qu'une librairie, c'est un café littéraire. Voilà, c'est un café littéraire ou une librairie-café. Comme on dit, comme il y en a pas mal dans l'Ouest d'ailleurs. Notre idée étant que l'un fasse aimant par rapport à l'autre. Et ça fonctionne bien parce que c'est vrai que comme c'est un endroit assez paisible et assez convivial, les gens se posent pour lire et puis ça nous permet d'organiser toutes les rencontres littéraires de l'été. Au-dessus, il y a un petit studio qui nous permet d'accueillir les auteurs qui viennent l'été, donc on leur prête nos vélos, enfin, c'est ce qu'on a de meilleur à leur offrir. Des auteurs. Ils viennent en résidence passer quelques jours et ils proposent une rencontre en même temps. Et ici, on voit bien justement ici, toute l'histoire des lieux, voilà. avec les vitraux. Voilà. Les donc vitraux là, ils sont en train de conservés. les refaire. Donc c'est nos voisins qui sont propriétaires de la chapelle et de la belle maison qui était la maison de la mère supérieure, qui est de l'autre côté, avec le jardin. Et à l'époque, ça a communiqué, bien sûr. Bien sûr. Et là, c'était la cour de récréation. Voilà.
Puis j'imagine que été comme hiver, c'est un endroit qui doit être agréable. Parce que là, effectivement, tu as mis toutes ces petites tables sur la terrasse. Ouais. Mais l'hiver, ça va être aussi très plaisant. Alors l'hiver, effectivement, comme la population est quand même beaucoup plus réduite qu'au beau jour, l'hiver, on ferme tout. En fait, on peut moduler comme on veut, donc on ferme tout et c'est assez cosy. Et ça nous permet effectivement de boire un petit chocolat chaud, un petit thé, les gens qui travaillent, voilà. C'est vraiment l'idée. L'idée, c'est qu'on s'y pose et que chacun trouve son livre. Est-ce que tu acceptes qu'on s'assoie pour Bien nous sûr. parler un peu plus de toi? Bien sûr. Ça marche. Bénédicte, dis-moi, comment tu es arrivée à la littérature? Comment tu as eu envie, à un moment donné, de créer ta Alors, librairie? j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée à la littérature par ma famille, forcément. Enfin, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et à la maison, donc ma mère est originaire de l'Anjou, d'une famille très nombreuse, assez modeste, voire très modeste. Mon père d'une famille un petit peu plus bourgeoise, mais en tout cas, ils avaient chacun cultivé l'amour de la lecture. Mais quand je dis l'amour de la lecture, c'est d'abord l'amour de la lecture, avant l'amour de la littérature. C'est-à-dire qu'ils nous ont appris, à mes frères et à moi, au plaisir de lire comme un pur divertissement, comme une façon de s'évader. Et à la maison, on lisait aussi bien les boîtes de céréales que Pif Gadget, que plus tard les grands textes de la littérature. Donc en fait, je pense que c'est ça qui a forgé mon envie d'être une lectrice, mais aussi de transmettre et de passer ce que j'aimais. C'est-à-dire qu'à la maison, on échangeait. Donc pour moi, la littérature, c'est avant tout un monde vivant. Même si j'admire évidemment toute la littérature classique, mais c'est un monde vivant, c'est un monde de transmission. Et ce qui est important, c'est de comprendre que on part de la personne et non pas du livre, en fait, quand on devient libraire. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir bien conseiller la personne qui est en face de nous, qu'on aime ou non le roman qu'on conseille. En fait, je dirais presque que le livre, la littérature, c'est fondamental, mais quand on est libraire, ce qui est plus important, c'est l'amour des gens. C'est beau ce que tu dis. Enfin, c'est la vérité, c'est le seul moyen de... Il n'y a pas d'autre possibilité de conseiller les gens que de s'intéresser à eux avant de s'intéresser au livre qu'on va leur vendre. Mais ça ne s'apprend pas, ça? Si, ça s'apprend. Ça s'apprend avec le temps. Moi, j'ai quand même travaillé en librairie un petit peu partout en France, avant qu'on ait notre première librairie dans les Bouches-du-Rhône, puis celle-ci, qui est un peu l'apothéose, qui est un peu le projet tel qu'on l'imaginait. Donc, il y a eu cet amour de la lecture, je dirais, plus encore que de la littérature. Et puis, il y a eu des voyages et des rencontres. Et notamment un voyage aux États-Unis quand je venais de passer le bac. J'ai eu la chance de partir 1 an dans une famille bénévole, par une association, qui est ma deuxième famille d'ailleurs, cette association. Et j'ai atterri dans une famille de la région de Seattle aux États-Unis. D'accord. Et là, il y avait des librairies-cafés à tous les coins de rue. Parce que dans les pays anglo-saxons, ils ne sont pas protégés par la loi sur le prix unique du livre, donc ils ont tout de suite trouvé des idées, etc. Et donc là, à Seattle, il y avait une librairie, les gens ils jouaient au backgammon, il y avait un piano dans un coin, il y avait les journaux, comme il y a là chez nous, sur des racks, ils buvaient du latte, des lattés et des cappuccinos, et je me suis dit, non, mais quand je serai grande, c'est ça que je vais faire. Ouais. Donc ça m'a pris 35 ans. Et comment on construit justement ce projet? Tu rentres des États-Unis? Alors, je rentre des États-Unis. J'ai fait des études d'histoire d'abord. Je n'ai pas du tout fait des études de lettres et d'anglais. Je suis repartie faire ma maîtrise d'histoire au Brésil, parce qu'une autre de mes passions, ça va avec. C'est la possibilité de parler à quelqu'un dans sa propre langue. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler pour financer mes études. Bien sûr. Gibert, Fnac, voilà, à l'époque. Mais toujours autour du livre. Voilà, et de l'association avec laquelle j'étais partie aux États-Unis. Et puis, un beau jour, mais j'avais 35 ans, j'ai rencontré mon conjoint et à nous deux, on a eu les moyens financiers et humains nécessaires pour pouvoir d'abord reprendre une petite librairie dans les Bouches-du-Rhône et puis créer celle-ci. Ce que j'ai aimé aussi quand je suis rentrée dans la librairie, c'est voir que ça grouille. Il y a du monde, il y a du monde derrière le comptoir, il y a des jeunes. Donc on voit que tu as des employés, forcément. Qu'est-ce que tu aimes justement dans ce rapport avec les jeunes qui travaillent à tes côtés? Moi, ce que j'aime, c'est le travail d'équipe. Et alors là, c'est chouette d'avoir des jeunes. Il y a aussi une personne qu'on aime beaucoup,
qui a pris sa retraite, qui était une cliente. En fait, pratiquement tout le monde est client hein, avant de devenir salarié à la librairie. Hein. À l'exception de Théo cette année, mais sinon, c'est presque toujours des gens qui ont fréquenté la librairie et qu'on a embauché et formé sur le tas. Mais je crois que dans la transmission, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre un peu à tout le monde. Donc des jeunes, des un petit peu moins jeunes, des au milieu, comme nous. Ça permet en fait que chaque personne qui entre dans la librairie se sente à l'aise et se sente à sa place. C'est ça qui est important. Et puis les jeunes, c'est la transmission. Ouais, c'est la transmission. C'est un métier qui fait beaucoup rêver libraire. C'est un métier qui a beaucoup de contraintes, qui est très mal payé. Ce que je leur dis toujours. Mais c'est un métier, c'est le plus beau métier du monde. En tout cas, à t'entendre, voilà, c'est forcément, ça donne envie. Puis on voit quelqu'un qui est... Lire et faire lire, je vois pas ce qu'il y a de... Ouais, c'est merveilleux. Comment tu vois l'avenir, Bénédicte? Plus ou moins proche. Le nôtre ou celui de la librairie? Les deux. C'est associé? Je pense que c'est fortement lié, en tout cas. L'avenir à Noirmoutier aujourd'hui... nous, on était vraiment des libraires nomades, en tout cas des personnes nomades. Or, on est là depuis 15 ans, donc on s'est ancré. Ouais. On aime vraiment profondément l'île sous tous ses aspects. On l'a découverte beaucoup plus variée qu'on ne le pensait. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive, on croit que c'est une île de marais, voilà, les 2 tiers en dessous du niveau de la mer et que ça manque de relief. Mais c'est une île au paysage très varié. Les gens sont adorables, nous on a été très bien accueillis. Et on y a tissé des relations sûres, donc c'est impossible qu'on ne garde pas notre ancrage. Nos enfants, ils sont presque nés, c'est impossible qu'on ne garde pas un ancrage à Noirmoutier. L'avenir de la librairie, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Une librairie, c'est beaucoup de stocks immobilisés, donc il suffit de pas grand-chose. C'est pour ça que les libraires ont très peur pendant le confinement. Il suffit de pas grand-chose pour basculer, voire fermer. Donc, mais ici, on a une super clientèle. Il n'y a pas de raison. Donc, on sera libraire jusqu'à la fin de nos jours, je pense. On a compris que tu faisais aussi des événements. Enfin, voilà, tu accueilles des auteurs en ça, résidence, c'est génial. tu fais tes soirées littéraires. Ça, c'est génial. Voilà. Un salon jeunesse, un salon du livre jeunesse, en partenariat avec la commune. En fait, Ouais, on donc fait ça- beaucoup de choses en partenariat avec d'autres. C'est un lieu culturel à part entière aujourd'hui Oui, au oui, sein oui, de l'île de oui. Noirmoutier. Oui, ça l'est par essence, hein, parce Voilà. que lire, c'est apprendre, c'est être curieux, c'est... Mais en plus, j'avoue qu'on a toujours été soutenus par la commune. Ouais, On a une idée, on la met en place. ouais, c'est ça. Donc, Tu es un jour, indépendante. voilà. T'es Un libre. jour, voilà. On décide de faire un concours de nouvelles, on le fait. On décide d'inviter tel auteur, on le fait. On décide de faire les rencontres dans la rue, on demande l'autorisation, mais on le fait. On met un triporteur sur la plage pour vendre des livres, on le fait. Voilà. Et en fait, ça, c'est merveilleux quand même. Hein. C'est beaucoup de travail, mais Oui, on a ça les doit coups être des énorme. franches. Ça va être énorme. Et pour le faire, on s'appuie sur tous les gens qui veulent bien le faire avec nous. À commencer par la commune, mais parfois aussi d'autres commerçants, les écoles. Une librairie, elle est obligée de sortir de ses murs. Ouais. Il faut qu'ils vivent. Pour survivre, pour vivre, et parce que c'est son essence même. Ouais. Alors que c'est une activité qui paraît solitaire, c'est un métier qui l'est pas du tout. Mais non, surtout pas. C'est vraiment un métier de contact. Et la lecture, et en plus de la transmission du talent des autres, donc la lecture, c'est ça, c'est la transmission. Il n'y a pas d'autre intérêt pour moi à lire que de transmettre. Et Bénédicte m'amène découvrir ses collections, celles des enfants et celles des plus grands. Un coup de cœur? Forcément. Bénédicte est incollable sur les ouvrages choisis. Elle compte une histoire, celle d'un auteur, les éléments qui l'ont touchée et ceux qu'elle souhaite transmettre. Merci pour ces mots. On adore d'ailleurs l'expression « lire et faire lire ». Quelle valeur essentielle. Cet espace, justement baptisé Trait d'Union, est bien l'endroit où s'accomplit la transmission, tout ce passage des uns aux autres, des auteurs aux lecteurs, des éditeurs aux auteurs et aux lecteurs, des auteurs entre eux, des libraires aux livres et des livres aux lecteurs. Bravo. On marque notre rencontre d'une photo ? Ah, c'est trop sympa. Merci à toi. Moi, je te souhaite un très bel été en tout cas. Oui, Une il très belle n'y a pas de saison. raison. Ça devrait bien se passer. J'espère. Et en puis tout vous cas. aussi, bonne promenade. Hein. Merci. On va continuer Ça à marche. découvrir Noirmoutier. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'être venu.